Donc, chers invités, chers étudiants, chers publics, chers collègues, parce que j'en ai des collègues aussi qui sont présents aujourd'hui, c'est pour moi un immense plaisir que de recevoir nos 4 invités ici présents dans le cadre de mon cours. Alors, ces invités qui vont venir nous partager leur expérience en coopération internationale. Je vous remercie vraiment sincèrement de votre présence. Là, vous avez tous les 4 été en Afrique, j'y viens. Alors, hier à 7 heures, j'étais en escale à Montréal et j'attendais mon vol pour Bagotville. Et puis, j'étais dépaysée. J'ai dit, oh, j'ai quitté l'état de sable pour venir trouver des tas de neige. Mais quand même, c'est le métier. Et je vous le souhaite tout le monde de vivre ces contrastes et puis ces expériences. C'est magnifique. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons donc dans le cadre du cours Conception, analyse de la coopération internationale et le thème porte sur le métier de coopérant international, défis, exigences et missions. Cette activité entre aussi dans la programmation scientifique du laboratoire d'études et de recherche appliquées sur l'Afrique que je dirige et aussi dans le cadre de la programmation du groupe de recherche en intervention régionale. Ariane, ici présente, va nous parler donc très rapidement de ce groupe de recherche en intervention régionale. Alors aussi, elle est captée par la chaîne de télévision culturelle MaTV dans le cadre d'une très belle collaboration avec l'Université du Québec à Chicoutimi. Et donc, nous vous remercions aussi de donner cette vitrine, en tout cas à la population régionale. Le métier ou la profession de coopérant international va être pris dans son sens large aujourd'hui dans le cadre de ce cours. Alors, il peut aller du volontaire au fonctionnaire international. Là, je fais un clin d'œil à mon amie, Madame Claudette Gravel, qui est ici présente et qui a été fonctionnaire international longtemps et qui va aussi nous entretenir un peu de son expérience durant cette activité. Merci Claudette d'être présente aujourd'hui ici. Alors aussi, le métier peut passer par différents statuts donc, que le coopérant peut avoir dans le cadre de missions à l'étranger. On peut dire que tout acteur qui fait un séjour dans un autre milieu, un autre pays, un autre contexte culturel et professionnel, dans le but d'apporter une contribution, qu'elle soit économique, qu'elle soit culturelle, sociale, sanitaire, et aussi une contribution qui lui permet d'acquérir de nouvelles connaissances peut être considéré comme coopérant international. On va voir que le coopérant international, ce n'est pas seulement celui qui donne, c'est celui qui reçoit. Et il reçoit énormément. Et ce qu'il reçoit change sa vie de tous les jours dans son contexte familial, son contexte professionnel. Et nos invités aujourd'hui vont nous en parler. Alors, le mot coopérant vient du mot coopération qu'on a vu en classe. Et je vous redonne la définition que je vous avais donnée en introduction de ce cours. C'est l'ensemble des actions de coopération menées dans le but d'intérêt commun. Commun, ça veut dire celui qui donne et le bénéficiaire. Souvent, c'est l'expression qu'on utilise, mais c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Donc, on va dire l'ensemble des actions de coopération menées dans le but d'intérêt commun par un ou plusieurs acteurs dans le cadre de leurs compétences mutuelles. Et ces actions peuvent prendre différentes formes. On l'a vu aussi dans le cadre de ce cours. Donc, ça peut être un mandat dans le cadre de programmes ou projets de coopération pour le développement à l'international. Ça peut prendre la forme d'une intervention militaire, une intervention économique par les entreprises privées, par exemple. Et donc, ça peut être un échange technique, un échange scientifique. Alors, c'est vraiment toutes ces actions qui sont menées à l'international. Et ces actions font intervenir plusieurs acteurs internationaux de toutes zones géographiques et de tout profil économique et sociaux. Alors, aujourd'hui, donc, nous avons 4 conférenciers avant de donner la parole à Ariane. Ces 4 conférenciers vont partager leur expérience en coopération internationale en essayant de nous partager et de faire ressortir les qualités, les principes, les attitudes et les actions qu'ils jugent nécessaires pour réussir une intervention en contexte étranger. Ils doivent situer les rôles et actions des coopérants internationaux,
parler des comportements, des aptitudes et des attitudes et des habiletés requises par rapport au respect, par exemple, et à l'ouverture aux autres cultures. On peut parler à l'adaptation des compétences professionnelles à la réalité du terrain, etc., etc. Alors, mes invités sont Joanne Beaulieu, Madame Joanne Beaulieu, qui est enseignante et superviseure de stage au Cégep de Jonquière. Monsieur Claude Michel Gagnon, qui est maître d'enseignement à l'École nationale d'administration publique. Monsieur Mario Gagné, qui est agronome à la retraite, coordonnateur des stages ici à l'Université du Québec à Chicoutimi, et donc agronome au Centre de formation professionnelle à Alma, et monsieur Jean-Marc Cormier, qui est auteur et conseiller en communication, actuellement coopérant volontaire au CECI, le Centre d'études et de coopération internationale. Là, j'ai donné juste les titres, mais chacun d'entre eux, bien sûr, va se présenter au public afin qu'on puisse mieux les connaître. Alors, le déroulement de la séance d'aujourd'hui, donc, je vais d'abord laisser la parole à Ariane qui va nous présenter le groupe de recherche en intervention régionale. Pour ce qui est du laboratoire d'études et de recherche appliquées sur l'Afrique, je pense qu'on en a déjà parlé, où vous savez que c'est un laboratoire de l'université dont les champs de recherche et d'intervention portent sur l'Afrique. Et une de nos activités phares, c'est toujours les stages en coopération internationale que nous menons au Sénégal et toutes ces recherches et expériences qu'on mène donc en relation avec l'Afrique et surtout le pont que nous sommes en train de construire entre la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean donc et le Sénégal. Alors ensuite, nous allons parler du coopérant international. Est-ce que c'est un métier? Est-ce que c'est une profession? Est-ce que c'est une passion? Donc, chaque participant répondra à cette question. Ils nous parleront de leurs expériences, de leur mandat à l'international. Ensuite, dans un deuxième temps, nous aborderons les enjeux et les défis de l'intervention à l'international, notamment les perceptions qu'ils ont eues des pays qu'ils ont visités avant de partir, pendant qu'ils étaient là et après qu'ils soient partis, qu'est-ce qui a changé dans leur perception? Je donne un cours d'introduction à la carte du monde et toujours, quand je demande les perceptions que les étudiants ont sur les pays, souvent, ça peut être des idées reçues, ça peut être de fausses perceptions. Et donc, dans le cadre de vos mandats, j'imagine que vous en avez eu. Et qu'est-ce que c'était ces perceptions avant? Quand vous êtes allé, quelles ont été les adaptations que vous avez eu à faire? Et quand vous êtes revenu, est-ce que vos perceptions ont changé ou pas? Alors, on aimerait vous entendre là-dessus. Ensuite, vous allez nous parler du choc culturel, du choc de valeurs. Souvent, c'est des chocs qu'on vit quand on est en contexte étranger. Et ces chocs, ça prend des habiletés pour passer à travers ces chocs. Donc, si vous en avez vécu, peut-être nous partager un peu vos chocs. Ne pas nous les donner, mais nous les partager. Alors, les compétences professionnelles qui sont requises en coopération internationale. On parle beaucoup de coopérants internationaux, mais c'est quoi les compétences, les habiletés? Alors, vous allez nous en parler. À 14h30, nous prendrons une pause de 15 minutes, comme à l'habitude. Et au retour de la pause, nous parlerons des conditions pour une meilleure coopération internationale. Dans le cadre du cours, on a vu les différentes formes de coopération internationale. On a vu les acteurs de la coopération internationale, les outils de la coopération internationale. On a vu aussi différentes expériences de coopération internationale menées par souvent différents pays du Nord, notamment le Canada, la France, le Royaume-Uni, quelques pays du Sud, la Chine. Alors, on va voir un peu aujourd'hui, c'est quoi ces conditions pour une meilleure coopération internationale? Est-ce que c'est juste donner? Est-ce que c'est quoi vos recommandations pour qu'il y ait une meilleure coopération entre les peuples? Et finalement, on aura les échanges avec la classe, donc vous pourrez garder vos questions et puis vous poserez vos questions directement donc à nos invités. Et si Madame Gravel ou ma collègue Danielle Poirier veulent intervenir, ma collègue Danielle Poirier qui est ici, qui connaît l'Afrique et qui va aussi cet été amener un groupe d'étudiantes en sciences infirmières faire un stage en coopération internationale au Sénégal. Alors, si vous voulez intervenir, vous êtes les bienvenus. Donc, Ariane, rapidement, le grire, et puis moi, je vais animer un peu la séance. Voilà, merci.
Bien, bonjour, mon nom est Ariane Gobeil. Je suis animatrice scientifique au groupe de recherche et d'intervention régionale. En fait, ça rassemble plusieurs chercheurs, puis aussi des étudiants là, qui sont intéressés par les études régionales de près ou de loin. On organise différentes conférences tout au long de l'année où on collabore aussi avec d'autres événements qui sont organisés. Donc, si vous voulez nous suivre, on a une page Facebook, groupe de recherche et d'intervention régionale. Vous pouvez aller sur GRI-RUQAC aussi pour voir un petit peu là, les événements qu'on a tout au long de l'année. Donc, je vous souhaite une bonne conférence. Puis, j'ai passé aussi un petite liste de présence. Donc, pour les étudiants, vous pouvez inscrire votre nom ici. Puis, pour ceux qui ne font pas partie du cours, juste si vous voulez nous laisser votre courriel avec votre nom, comme ça, on peut peut-être vous recontacter. Puis, c'est ça, vous garder informés. Merci. Bonne conférence. Alors, chers invités, on vous laisse vous présenter d'abord. Je commence par moi? Ben oui, Mario. Alors moi, c'est Mario Gagné. Alors j'espère que le micro est correctement placé. Donc j'espère que je vais parler assez fort pour tout le monde, même ceux à l'arrière. Alors moi, je suis agronome depuis 33 ans. Alors je me suis intéressé à l'horticulture ornementale. Ça fait un petit peu différent du profil du coopérant, mais c'est ça dans mon cas. J'ai travaillé au Centre de formation professionnelle d'Alma là, pendant plus de 26 ans. J'ai également collaboré à la commission scolaire de Dolbeau. Alors, j'ai fait différents petits projets, dont une enquête sur les produits de pépinière auprès des producteurs horticoles du Québec. En tout cas, ça a été un petit peu ça, mon profil. Et en 2014, j'avais plus d'étudiants. Alors, j'ai décidé de prendre une pause et de m'inscrire au certificat en coopération internationale. Parce que, bon, j'ai fait plusieurs voyages, j'ai parcouru 19 pays à date. Et c'est sûr que c'est un intérêt qui est vraiment vif de m'intéresser aux différentes histoires, aux cultures de tous ces pays-là que je visite. Je me prépare toujours à l'avance et puis je fais mon voyage, puis j'en profite beaucoup. Fait que c'était tout naturel pour moi de m'inscrire au certificat en coopération internationale. Puis dans le cadre de la formation, j'ai fait le stage de 66 jours au Sénégal, dans la vallée du delta du Saloum. Fait que c'est là que j'ai découvert ce peuple extraordinaire, le peuple sénégalais, qui regroupe plusieurs ethnies, qui coexistent de manière tout à fait harmonieuse, puis c'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris puis épaté de cette coexistence-là qu'il y avait dans les pays. Je suis vraiment tombé en amour avec ce pays-là, puis est arrivé le fait qu'on m'a confié une partie de la supervision du stage à ce moment-là en 2015, au printemps 2015. Donc, je suis parti tout seul d'abord en avril 2015. Et puis, les autres étudiants se sont joints à moi un peu plus tard, 6 autres étudiants. Fait qu'on était 7 au total à ce moment-là, dans le village de Missira. Puis on était plusieurs dans différentes options de l'université. Certains étaient en intervention plein air, d'autres en sciences politiques, etc. Donc, c'était très intéressant de côtoyer d'autres formations autres que la mienne. Moi, je suis allé là pour faire une expérience de compostage sur place, tout en respectant les normes du gouvernement du Québec. Alors, quand on fait un compost, normalement, il n'y a aucun impact sur l'environnement. Donc, soit qu'on l'a fait sur une dalle de béton ou sur une dalle d'asphalte, afin de recueillir le jus qui sort du compost, qui s'appelle le lixivia, et puis qui doit être soit traité ou remis sur le tas en question. Alors, c'est un peu ça le projet. Donc, au Sénégal, malheureusement, l'écologie, c'est pas très avancé. Il y a beaucoup de déchets dans l'environnement. Donc, nous, au moins, on ramassait dans le village de Missira les débris organiques, qui pouvaient être des déchets de table ou des feuilles mortes, de la paille ou des choses comme ça, qu'on mélangeait ensemble avec un compost de départ qu'on achetait à Dakar pour amorcer tout ça, parce qu'avec le sable, ça ne fonctionnerait pas très bien. Fait que, alors, on a fait ça. Et on est parti comme ça un peu plus de 2 mois. C'était très formateur. Je suis retourné une deuxième fois en décembre de la même année pour aller voir comment était rendu mon compost, comment il l'avait utilisé. Et puis, cette année, en 2017, de fil en aiguille, j'ai appuyé toujours Marie dans sa démarche de recrutement de stagiaires pour le Sénégal et j'étais coordonnateur du stage cette année. Fait que ça a été une année formidable. On était 18. Donc là, c'était une plus grosse responsabilité.
qu'on pense à l'hébergement, la coordination des activités professionnelles et sociales, tout ça, pour que ça fonctionne bien, toujours avec le réseau de Marie. Donc, ça s'est très, très, très bien passé. Et puis, je travaille actuellement pour Marie au niveau du prochain stage. On est en période de recrutement présentement. Fait qu'en gros, c'est ça. Ça amorce un petit peu la présentation. Ça casse la glace. Ça casse la glace. Très bien, d'ailleurs. Bonjour à tout le monde. Merci pour l'invitation, Marie. Moi, c'est Jean-Marc Cormier. Je suis dans le domaine des communications depuis le début des années 70. J'ai commencé à œuvrer dans ce domaine comme journaliste, en fait, dans des hebdos de quartier montréalais, au Journal de Montréal, puis à Radio-Canada à Winnipeg. Mais ma place dans la vie, dans la société, n'était pas nécessairement dans le journalisme. Alors, quand je suis revenu au Québec après le Manitoba, je suis passé à des causes qui m'ont plu. J'ai travaillé avec des organisations. D'abord en protection de la forêt contre le feu, sensibilisation de la population. J'ai eu à travailler avec tous les médias, radio, télévision, journaux du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et de la Côte-Nord pendant une dizaine d'années. Ce qui fait qu'un jour, le téléphone a sonné sur mon bureau et puis on m'a demandé si j'étais intéressé par un mandat. D'abord, c'était un très court mandat au Sénégal, à la protection des forêts du sud du pays, en Casamance, une région absolument magnifique que j'ai parcourue de long en large, basse Casamance, moyenne Casamance et haute Casamance. Pendant presque 4 ans, j'y ai fait 39 mois d'une période d'affilée. J'y ai fait 39 mois d'affilée. Et puis, naturellement, j'avais des obligations familiales qui m'ont retiré de l'univers de la coopération et qui m'ont ramené au pays pour voir grandir ma famille, voir grandir mes enfants. Et puis, par la suite, j'ai travaillé, encore une fois, dans un domaine qui m'a beaucoup plu. J'ai travaillé pendant 18 ans dans un syndicat d'enseignants, représentant des enseignants du primaire et du secondaire dans le Bas-Saint-Laurent. J'ai aussi beaucoup aimé cette cause-là parce que l'éducation, la coopération, l'information, tout un paquet de choses qui, pour moi, sont liées. L'éducation est absolument nécessaire dans nos vies. Je trouve qu'elle est parfois un petit peu négligée. Mais bon, au niveau syndical où j'étais, on travaillait beaucoup à sa défense. Non seulement à la défense des intérêts des membres, parce qu'on n'était pas que corporatiste. On accuse souvent les syndicats d'être exclusivement corporatistes, mais c'est pas toujours le cas. Et ce n'était pas notre cas, je peux vous l'assurer. Alors ça, c'est un métier qui m'a beaucoup plu. Mais là, l'âge était venu de prendre la retraite. Et puis, en tête, il m'était toujours resté l'envie de travailler dans d'autres pays. Alors, la première expérience que j'avais faite était d'une nature j'ai beaucoup aimé l'expérience, mais elle ne me satisfaisait pas pleinement. Elle s'inscrivait dans un modèle de coopération où le Canada créait en quelque sorte des emplois pour des Canadiens à l'étranger. Et ça se vivait dans une période où est-ce que le Canada tentait de vendre non seulement des services, mais aussi des biens de consommation. Alors nous, on s'en va là-bas en protection des forêts contre le feu, dans une région qui est vraiment démunie de moyens. Et puis, on y vend des camions Ford avec des 8 cylindres qui dépensent énormément de carburant dans un pays qui n'a pas les moyens de se le payer. Alors, sous cet aspect-là, la coopération que j'avais vécue me plaisait plus ou moins. Mais j'avais rencontré déjà, c'était les premières années d'intervention du Centre d'études et de coopération internationale au Sénégal, et j'ai rencontré sur le terrain des gens qui faisaient de la coopération avec des moyens beaucoup plus limités, mais avec une interaction beaucoup plus grande avec les populations. Alors, l'heure de la retraite ayant sonné, je me suis retourné du côté du ceci. J'ai regardé les opportunités qu'il y avait sur le terrain. Et puis, effectivement, il y avait des opportunités. La communication avait pris beaucoup d'importance entre-temps.
À l'époque, il y avait peu de gens qui travaillaient en communication dans les années 80 au niveau de la coopération internationale. Mais avec les années 90 et les suivantes, la coopération a pris beaucoup d'importance. Aujourd'hui encore, il y a beaucoup de demandes au niveau de la communication. Alors voilà, depuis la fin 2009, j'ai essentiellement travaillé au Sénégal. J'ai eu à voyager personnellement du côté du Togo et de la Côte d'Ivoire, mais pour de courts séjours. Et au Togo, j'ai appuyé un centre d'accueil d'orphelins, un orphelinat en quelque sorte, mais c'était un très, très court séjour et c'était tout à fait personnel. Donc, coopération volontaire, depuis fin 2009, j'ai fait en gros un petit peu plus de 4 ans sur le terrain depuis la fin 2009 et essentiellement dans le domaine agricole. J'ai appuyé des organisations paysannes représentant les pêcheurs aussi bien que les forestiers, que les agriculteurs. En règle très générale, ce sont des exploitations familiales, de petites exploitations avec peu de superficie et des moyens limités, mais une volonté extraordinaire de progresser. Dans les organisations agricoles, on trouve aussi, personnellement, c'est une opinion que je me suis faite, mais des organisations qui sont très, très conscientisées politiquement, mieux même que beaucoup d'organisations urbaines. Ils ont eu à collaborer avec divers pays et ils se sont renseignés. Au Sénégal, il y a un très, très large mouvement paysan qui est né au milieu des années 70, alors que nous, dans le milieu culturel, on faisait à peu près la même démarche, mais on vivait dans le milieu culturel avec des moyens différents, alors qu'ils défendaient une cause. Là, il y avait une famine assez importante qui est survenue, une période de disette, une sécheresse importante, des bêtes qui mouraient sur les champs. Alors, le mouvement paysan a pris ses origines dans les années 70 avec un leadership incomparable et j'ai eu le bonheur donc de travailler à peu près 3 ans avec des organisations agricoles depuis fin 2009. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Bonjour à tout le monde. Merci Marie pour l'invitation. Donc, c'est ça, moi je suis Joanne Beaulieu, je suis enseignante et superviseure de stage au département de technique de travail social au Cégep de Jonquière. Je vous regarde, il y en a parmi vous qui sont dans la vingtaine. Donc, moi, c'est à ce moment-là que j'ai eu une folle envie de partir à l'autre bout du monde. J'ai été participante pour Jeunesse Canada Monde. Donc, le programme se veut vraiment un programme de jumelage interculturel. Moi, c'était... comment ça fonctionnait? C'était les différentes provinces du Canada étaient jumelées à différents pays. Comme moi, c'était la Nouvelle-Écosse et le Sri Lanka, qui est une île au sud-est de l'Inde. Donc, c'était beaucoup basé sur le rapprochement interculturel, d'avoir une meilleure conscience de qu'est-ce qui se passe ailleurs pour créer l'ouverture et puis pour favoriser le rapprochement entre les peuples. Donc, pendant 7 mois, je suis jumelée avec une Sri Lankaise. Tous les jours, on travaille ensemble. Donc, on est 3 mois et demi en Nouvelle-Écosse, où on est dans une ferme laitière. Et après ça, on est 3 mois et demi au Sri Lanka dans un projet là, de travaux communautaires. Donc, moi, cette expérience-là a été très, très marquante pour moi. Là. Outre l'effet d'avoir été au bout du monde, je suis allée vraiment au bout de moi-même. Ça a été très, très valorisant. Et le symbole qui me revient tout le temps, c'est que j'ai eu vraiment l'impression que, je sais pas... j'ai habité Québec. Vous savez qu'à Québec, il y a beaucoup les chevaux. Dans les places touristiques, on voit les chevaux avec les œillères pour les empêcher de regarder à côté pour ne pas être distraits. Donc, moi, j'ai vraiment eu l'impression que mes œillères ont tombé et que là, j'avais comme accès à une foule d'informations et aussi un devoir, je dirais, de citoyen. Ça change aussi ta participation là, citoyenne là, par rapport à ça. Donc, comme cette expérience-là a été marquante dans la vingtaine, après ça, je me suis dit, moi aussi, je vais faire vivre cette expérience-là à d'autres.
Donc, vers 25 ans, j'ai été accompagnatrice à ce moment-là d'un projet avec Jeunesse Canada Monde qui, à mon tour, j'ai été agente de groupe avec des jeunes. Cette fois-ci, c'était le Québec-Mali. Donc, toujours le même principe de jumelage interculturel pour que quand tu vis au quotidien avec quelqu'un, ça te fait vivre, en tout cas, je pourrais y revenir là plus tard, comment on peut... il y a des chocs, oui, mais des rapprochements après qui peuvent se faire là, au niveau de la compréhension. Après ça, vers l'âge de 35 ans, moi, j'ai fait un retour aux études. Donc, je suis venue faire ici un bac en travail social à l'UQAC. Et après, comme j'étais à la fois sur le marché de l'emploi puis à la fois aux études, et là, j'avais un stage à faire. Et c'était aussi avec tout l'avènement du processus de régionalisation de l'immigration. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a que vous avez été de près ou de loin dans ce processus-là. Donc, au début des années 2000, le Saguenay-Lac-Saint-Jean est devenu une région désignée pour recevoir, notamment, entre autres, beaucoup des personnes réfugiées de guerre. OK? Donc, moi, j'étais en travail social, j'avais un stage à faire. Pourquoi pas combiner? Et j'ai créé mon stage pour, avec des partenaires, évidemment, que je vais parler, pour mettre sur pied des services ou adapter des services pour cette clientèle-là, notamment par rapport à l'intégration à l'emploi, puisque j'étais dans un organisme communautaire d'intégration à l'emploi. Donc, mais par la suite, avec le ministère des Relations avec les citoyens et de l'immigration, c'était le nom de l'époque. Aujourd'hui, c'est le MIDI, là, le ministère de l'immigration, de la diversité et inclusion, si je ne me trompe pas. Donc, on a mis sur pied un projet d'intégration psychosociale et le ministère disait, bon, ça doit se faire avec une école de langue parce que la francisation devait se faire. Donc, c'est avec le Cégep de Jonquière. Vous allez voir mon arrivée, comprendre où que je suis aujourd'hui. Donc, on a mis sur pied ce projet-là d'intégration psychosociale qui s'est inscrit d'abord dans un stage, mais qui, par la suite, s'est transformé en emploi pour... Pendant que les réfugiés de guerre venaient s'installer ici, la première chose qu'ils faisaient, c'est l'apprentissage de la langue. C'était beaucoup des gens en provenance de l'ex-Yougoslavie. Donc, évidemment, l'apprentissage de la langue était nécessaire. Et au quotidien, on travaillait avec eux pour favoriser là, leur intégration là, psychosociale. Donc, de là, j'ai comme connu le cégep parce que moi, j'étais nouvelle là, dans la région. Et après ça, c'est ça, je suis devenue enseignante et superviseure de stage au département de technique de travail social. Au département de technique de travail social, c'est depuis près de 30 ans. Le chiffre exact, là, je ne sais pas, mais qu'il y a un partenariat vraiment intéressant entre le cégep, notamment le département de travail social, le Centre de solidarité internationale, OK, via le ministère des Relations internationales aussi, avec son programme de Québec sans frontières, là, que vous avez sûrement déjà entendu parler. Donc, on fait des stages avec nos étudiants depuis près de 30 ans. C'est le stage d'intervention. Nous, on est une technique avec 3 stages. C'est le dernier stage, le stage final, où que de nos étudiants vont... ça a été souvent le Burkina Faso, dans différentes régions du Burkina, où ils vont réaliser un stage d'intervention. La particularité, l'accent que je voudrais mettre sur ce projet-là, que je trouve fantastique, c'est le partenariat. Okay? Donc, du début jusqu'à la fin, ce projet-là est élaboré avec les partenaires, ciblé c'est quoi les besoins dans le milieu. J'ai oublié un partenaire important, j'ai nommé les partenaires québécois, mais il va sans dire qu'il y a le partenaire aussi, fait quelques années, c'est avec le ministère de l'Action sociale et de la Solidarité nationale. Donc, sur place, il y a des éducateurs sociaux, c'est le terme qu'ils utilisent, un peu l'équivalent de nos intervenants sociaux du cégep. Et ce projet-là est élaboré à partir des besoins de la population dans le domaine du social. Et pendant que nous, on est là 10 semaines avec des
comme superviseur de stage, je suis allée à 4 reprises. On les accompagne pendant 10 semaines à réaliser un stage, mais toutes les activités sont élaborées et réalisées tout le temps en partenariat avec le ministère, avec les éducateurs et, il va sans dire, avec la population parce qu'on travaille aussi avec des regroupements là, locaux, tout ça. Donc, je dirais, là, je pourrais revenir à d'autres moments donnés là, quand on va parler des forces et des difficultés là, rencontrées là, à l'étranger. Mais voilà, je terminerai avec ça pour l'instant. Bonjour, Claude Michel Gagnon. Je suis chargé de cours à l'Université du Québec à Chicoutimi, au module de psychologie particulièrement, quelquefois aux sciences d'éducation, et maître d'enseignement à l'École nationale d'administration publique. Je suis psychologue de formation. J'ai aussi une formation en administration publique et j'ai fait une carrière en psychologie d'abord. Et un jour, j'avais le goût de faire autre chose. Donc, après 15 ans de psychologie scolaire, entre autres, j'ai eu une période de transition où j'ai ouvert un bureau privé. Et je ne crois pas au hasard, je crois au rendez-vous, mais j'en ai eu tout un. Un jour, un de mes collègues m'a fait remarquer, Claude Michel, ton bureau, c'est la planète, hein? Dans le sens que as-tu remarqué que à peu près tous les gens qui vont te consulter proviennent de communautés culturelles. J'avoue bien humblement aujourd'hui que je n'avais pas fait le constat, mais quand j'ai pris la liste des clients que j'avais peut-être un monsieur Tremblay, mais c'était des gens qui venaient d'un peu partout sur la planète. Moi, je suis arrivée un petit peu dans un accident de parcours ou encore là, un rendez-vous en interculturel. D'abord, j'avais une conjointe qui s'intéresse beaucoup à l'interculturel, qui m'a transmis sa passion. Et quand j'étais dans cette transition-là de carrière, je savais que je voulais en faire, mais je ne savais pas trop comment que j'allais y arriver. Et finalement, j'ai été engagée à l'École nationale d'administration publique, dont un des volets, c'est la direction aux affaires internationales, qui va justement faire du renforcement des capacités dans différents pays. Et j'ai eu la chance, l'opportunité de me retrouver, entre autres, au Burkina Faso, quelques fois, puis par la suite au Sénégal une fois et à Djibouti également une autre fois. Moi, mais j'avais déjà eu des étudiants aussi. Il faut dire que l'ENAP, c'est une école d'État au Québec, mais on reçoit beaucoup d'étudiants internationaux. Donc, j'avais déjà eu aussi beaucoup de contacts avec les étudiants internationaux. Et mes autres étudiants, dits québécois, me disaient souvent, « Monsieur Gagnon, ça paraît que vous les aimez beaucoup. » Donc, il y avait déjà une attirance particulière. J'avais pas l'impression d'avoir d'habileté pour travailler avec eux, mais en même temps, j'avais comme une attirance particulière, une facilité. Ma première expérience de formation, c'était en visioconférence avec le Mali. Déjà, j'ai une horreur de la visioconférence. Et moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le contact humain, mais malgré tout, je pense que j'avais quand même réussi à donner la dernière dose qu'il me fallait pour m'envoler. Et finalement, par la suite, j'ai eu la possibilité d'aller faire ce qu'on appelle du renforcement des capacités. J'aime pas beaucoup l'expression parce que je ne sais pas si les capacités de qui qu'on renforce. Est-ce que j'ai renforcé les leurs ou les miennes? Je pense que c'est un mélange des deux. Par la suite, on a utilisé l'expression « j'allais donner de la formation ». Est-ce que c'est moi qui allais les former ou qu'on s'auto-formait? Vous allez voir que je crois de plus en plus qu'il ne faut pas arriver là comme des néocolonialistes puis aller leur dire quoi faire. Au contraire, il faut d'abord s'intéresser à ce qu'ils font, puis regarder si on ne peut pas échanger des meilleures pratiques. Ce qui fait que maintenant, quand j'enseigne dans mes cours à l'ENAP, certains étudiants vont dire « Mais monsieur, vous avez pris ça dans quel volume, telle approche, telle stratégie? » Je leur dis « Aucun. » Ça vient du Djibouti, ça vient du Burkina. Et là, ils me regardent souvent d'un drôle d'air en me disant mais les gens là-bas sont en voie de développement et ils ont développé des approches novatrices en gestion. Et je leur dis souvent, vous savez qu'on a peu de choses dans la vie, on apprend à faire autrement. Donc, peut-être que vous n'avez pas encore subi suffisamment de coupures pour être créatif. Alors, à la blague, là, évidemment, ils trouvent ça
mi-figue, mi-raisin comme humour, mais en même temps, ils se rendent compte qu'effectivement, hein, on a des choses à apprendre d'eux davantage que je pense qu'on a à leur enseigner. Et pour la suite, je dis beaucoup à l'ENAP, moi j'ai vraiment un grand intérêt à en faire davantage et j'ai l'impression que c'est ce qui risque de survenir. Merci beaucoup, chers invités. Alors, la première question ouverte que je vais vous poser, quand on parle de coopérant international, est-ce que c'est un métier, c'est une passion, c'est une profession? Pour vous, ça a été quoi, Mario? Moi, je pense que c'est d'abord une passion parce qu'il y a un intérêt qui naît au fil de nos expériences, de notre vécu. Puis, et moi, personnellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était vraiment un attrait pour découvrir les pays, leur histoire. Là, j'arrive du Vietnam cette année, ça fait pas un an, et puis j'ai beaucoup, beaucoup lu avant de partir, etc. Puis, on connaît tout ce qui est arrivé. Ils ont vécu 4 guerres au cours du dernier siècle, donc... Tout ça pour dire, c'est que j'avais cette soif de découvrir ces pays-là. Puis c'est sûr que par la suite, par un concours de circonstances, j'ai suivi le programme en certificat en coopération internationale. Donc là, ça nous donne des outils, ça nous donne une structure de pensée, des beaux réflexes. Même, il y a comme un code d'éthique qui se dégage de tout ça, les façons de faire, attention à ceci, attention à cela, tout ce genre de choses-là. Donc... c'est un petit peu ça. Donc, à un moment donné, tout ça se fait en sorte qu'il y a un professionnalisme qui se dégage d'une démarche comme la mienne, en tout cas. Et c'est un peu ça, là. Je répondrai un petit peu comme ça. Jean-Marc? Moi, je l'ai vécu sous 2 aspects. Quand on m'appelle en septembre en septembre 86 pour m'offrir un mandat de 4 mois au Sénégal en communication, sensibilisation des populations pour lutter contre la désertification. Je n'ai pas d'hésitation, j'ai envie tout de suite de faire ce mandat-là. Mon employeur, pour qui je suis généralement saisonnier, je travaille habituellement du mois d'avril jusqu'à à peu près à la fin novembre, à l'époque depuis 10 ans. Et l'hiver, je complète avec un travail pour un centre de ski pour qui je fais des communications. Il me refuse un congé. En fait, il me dit cette année, on t'offre un travail annuel. Donc, et je lui dis, mais laisse-moi aller cette année, ça fait 10 ans que j'attends ma permanence ici, laisse-moi aller. Et il ne veut pas. Alors, j'ai donné ma démission pour faire 4 mois de travail à l'étranger, ce qui était totalement, c'était fou, hein? Fou, allié. Alors, je me suis rendu compte sur le terrain, en fait, je me suis documenté un petit peu avant de partir sur le pays, mais en termes de coopération, mon départ, je le faisais en toute ignorance de cause. J'étais totalement ignorant. J'ai parti sur le terrain, là où je me suis rendu compte que le mandat qui avait été créé au niveau de la prévention, de la sensibilisation des populations, était... Mais vraiment, là, j'utilise le bon mot, c'était ridicule. Rien ne pouvait se faire selon le travail comme on le faisait ici au Canada, mais le projet avait été dessiné par des forestiers qui œuvraient dans des sociétés de conservation. Il y en avait 7 à l'époque à travers le Québec. Alors, ils avaient dessiné un projet qui demandait des gros moyens de lutte. Ici, on avait des CL-215, des camions-citernes et tout. Là-bas, on n'avait pas ces moyens-là. Il n'y a même pas les cours d'eau pour aller prendre de l'eau pour les CL-215 ou quoi que ce soit. Et la prévention, la sensibilisation, ça avait été dessiné comme ici, moi je travaillais avec 19 stations de radio, avec 22 journaux hebdomadaires, avec 5 stations de télévision, pratiquement quotidiennement pendant la période de danger. Sur les lieux, je me rends compte que rien ne tient. Alors mes 4 mois ont servi à établir un rapport qui a fait modifier, mais totalement modifier l'approche en prévention et en sensibilisation de la population. On a embauché des animateurs et animatrices ruraux parlant la langue du pays, les langues, parce qu'il fallait parler au moins 5 langues dans le sud du Sénégal à cette époque-là pour rejoindre les populations. Et là, j'étais en plein
profession. Mon travail est un travail dans ma profession. Mais en le faisant, là, j'ai eu un sacré coup de passion. Je me suis attaché, mais férocement, assez attaché à ce pays-là. Je ne vous mens pas, après 4 mois, le quitter en pleurant. Vrai, aussi vrai que je suis là. Et donc, après ça, OK, on m'a dessiné un mandat qui correspondait aux réalités. J'y suis retourné et j'y ai fait les 36 mois pratiquement supplémentaires qui ont servi à encadrer, à former des animatrices et des animateurs ruraux et à encadrer tout ça, à faire fonctionner tout ça. On avait d'ailleurs embauché une sociologue, parce que moi, c'était au-delà de mes compétences, pour identifier tous nos besoins et tout ça. Donc, première période, profession. Quand je suis parti à la retraite, j'étais resté avec cette idée de cette passion qui s'était développée en cours de route. Et là, le travail en tant que volontaire, en tant que coopérant auprès de partenaires, Madame Beaulieu le disait bien tout à l'heure, là. Dorénavant, on travaille en établissant des partenariats où est-ce que les gens définissent leurs besoins et ils appellent une coopération qui doit les aider à combler ces besoins. Et là, j'ai vécu vraiment la passion de la coopération depuis la fin 2009. La façon que j'aurais envie de répondre à cette question-là, c'est que ça prend du savoir-faire, mais beaucoup, beaucoup de savoir-être. Du savoir-faire, oui, on arrive avec des compétences, des connaissances, mais attention, il ne faut pas se positionner en expert. C'est un piège très, très tendancieux parfois, là, parce que c'est comme si on arrive, puis on veut faire quelque chose, puis on va aller trop vite, on veut... donc, c'est ça, il faut faire attention. Du savoir-être énormément. Si on veut être près des populations, si on veut... au niveau de l'adaptation, l'ouverture à l'autre, la compréhension, capacité de travailler en équipe. Fondamentalement, je crois même qu'au Québec, la majorité des emplois, en tout cas, moi, là, avec mon expérience, c'est rare que j'ai entendu qu'on a congédié quelqu'un parce qu'il n'était pas capable de faire la job. Ça l'arrive, c'est des exceptions. Mais quand on congédie, c'est parce que c'est quelqu'un qui a de la difficulté avec le savoir-être. En partant, en tout cas, moi, c'est mes valeurs ou mes croyances. À l'étranger, c'est encore plus. Plus que tu vas avoir des compétences au niveau du savoir-être, plus tu dois être capable de te rapprocher de la population, d'être à l'écoute. C'est ça, hein? C'est être capable de... et enrobé de passion, là. Moi, j'y vais dans ce sens-là aussi. Parce que si je fais un travail seulement pour faire un boulot comme ça, tu vas arriver avec des résultats moyens, tu sais. Mais si c'est fait avec passion, je m'intéresse à l'autre. Et ça, m'intéresser à l'autre, ça a l'air facile, là, comme ça, là. Mais ça demande énormément d'adaptation, de remise en question, d'humilité aussi, de ne pas savoir arriver à quelque part. Je fais des choses, ça se fait pas, oui, OK, je m'excuse, ou de l'ambiguïté. Aussi, je travaillais en contexte interculturel, je trouve que la notion d'être dans l'ambiguïté, parce que quand je suis dans... on a l'aspect interculturel qui est là en plus. Des fois, je ne sais pas pourquoi que ça se passe comme ça. Pourquoi qu'il me dit ça? Pourquoi? Vous voyez, on est dans des cultures semblables. Des fois, c'est complexe. Quand il y a aussi des cultures différentes, donc, il faut trouver un certain, je dirais, confort là-dedans, de ne pas avoir des réponses à toutes. Des fois, tantôt, je vais y revenir quand on va parler de choc culturel, parce que c'est souvent ça avec les stagiaires. Quand cet inconfort-là devient si grand que je ne suis pas capable de vivre avec... je ne suis pas certain de qu'est-ce qu'on fait, ou je ne suis pas certain de qu'est-ce qu'elle me dit ou de qu'est-ce qui se passe, bien, des fois, on devient en choc parce que là, on devient dans un mode de jugement, un mode de « ça n'a pas de bon sens » ou... ça, je pourrais y revenir, mais je pense que c'est ça. Savoir-faire, mais beaucoup, beaucoup de savoir-être. À la question, est-ce que c'est un métier, une profession, une carrière, la passion? Je suis convaincue que c'est de la passion.
Mais moi, j'enseigne le développement de carrière à l'ENAP et je lis en moyenne à peu près par année 150 bilans de vie et de carrière. Et ce que j'ai constaté par mon expérience, mais aussi par celle de mes étudiants, c'est que ceux qui ont fait de la coopération internationale, peu importe la forme, ça change complètement leur carrière. Même chez les plus jeunes, souvent, ça va avoir permis de découvrir en eux des aspects de leur personnalité qu'ils n'auraient jamais découvert en restant dans leur contexte habituel. Certains sont même très étonnés. Pas plus tard que ce matin, je lisais un bilan de carrière d'une jeune fille qui disait « Je me croyais timide et quand je me suis retrouvée à danser dans le milieu de la place avec des centaines de femmes au Mali, j'ai découvert que peut-être que c'est mon environnement qui m'avait contraint à ce trait de personnalité-là qui n'était pas en fait le mien. » Pour certains, c'est dans un épisode au cours de la carrière qu'ils vont aller faire de la coopération et ça leur permet souvent de faire une transition ou de réajuster les malaises qu'ils ont dans leur vie. Pour d'autres, ça arrive à la fin. C'est une belle façon de redonner. Et pour une minorité, c'est quelque chose qui s'est fait sur tout un cheminement de vie. Ils en ont fait vraiment le centre de leur carrière. Mais moi, peu importe la durée que les gens vont le faire, la seule chose dont je suis convaincue, c'est que c'est un outil de développement de la personnalité assez puissant. En fait, j'oserais même dire que ça peut battre plusieurs psychothérapies. Dans le sens que tu es dans l'action. Si tu n'es pas juste dans l'analyse, c'est que tu es obligé de faire des choses qui t'amènent à développer des outils d'adaptation et qui vont, en quelque sorte, te transformer. Je vois aussi comme une façon de remise en question sur ce qui est essentiel dans la vie. J'ai parfois des étudiants qui étaient au mi-temps de la vie ou dans une période de transition, de crise existentielle, et que leur vie était, j'oserais dire, relativement monotone ou qu'ils étaient un peu à côté de leur cheminement de vie. Et de se retrouver dans une expérience aussi riche que ça a permis d'éviter beaucoup d'antidépresseurs, d'anxiolytiques. Ça a permis d'éviter beaucoup de dépression, j'en suis profondément convaincue. Pourquoi? Parce que ça les a ramenés en toute simplicité à revivre l'essentiel. Alors, c'est ce qui fait en sorte que j'ai certaines personnes qui gagnaient 200 000 $ par année et qui, du jour au lendemain, se sont dit « L'argent ne fait pas mon bonheur actuellement. » J'en ai d'autres qui avaient des vies, des professions où ils étaient très reconnus, qui avaient un statut, ils avaient du succès, mais ils étaient en train de passer à côté de leur vie et ils ont réussi à acquérir une réussite dans leur vie à partir du moment qu'ils ont fait quelque chose de significatif. Bref, il m'arrive même parfois de recommander à des étudiants au premier cycle à l'UQAC, prends une année de pause. Bon, je sais qu'un professeur ne devrait jamais faire ça, là. Prends une année de pause, vis une expérience et tu reviendras. Et à ce moment-là, ton identité sera mieux développée, tu auras vraiment une idée beaucoup plus forte de ce qui est bien pour toi dans la vie. Merci, Claude Michel. C'est sûr que quand je suis allé pour la première fois en 2015 au Sénégal, hein, on a l'image de l'Afrique. Hein, c'est comme dans le livre de Tintin. C'est un peu comme ça. Donc, aller en Afrique, c'était vraiment pour moi là, une étape supplémentaire là, dans ma découverte du monde par rapport aux autres pays que j'avais fait précédemment. Je me disais, hey, c'est quelque chose. Je me posais aussi des questions sur où je vais vivre, est-ce que ça va être correct, l'alimentation. On était bien prémunis, on avait reçu nos 6 formations, ça c'était parfait. Il faut que ça soit fait aussi. Mais là, c'est ça, là, tu arrives, l'avion atterrit à Dakar, puis hey, monsieur, là, c'est quelque chose. Là, c'est quand même surprenant là, quand on arrive sur place. Pendant que j'étais là, très rapidement, dans notre démarche, nous, au niveau du stage, on rencontre des intervenants locaux. C'est très important de nous décrire un petit peu comment ça fonctionne. Moi, dans mon cas, le Sénégal, au niveau du compostage, bien, ça s'est assez rapidement circonscrit parce qu'ils n'avaient pas. Il y avait seulement un parc national à l'autre bout du pays qui faisait un seul compost. Puis il y avait aussi, dans un des plus gros dépotoirs
de l'Afrique, qui s'appelle M-Bubbeuse, on faisait un compost, mais on ne le brassait jamais. Puis à côté, il y avait un marais avec de l'acide de batterie. Alors, ça vous donne une idée que le compost était très, très douteux. Hein? Très, très douteux. Moi, en tout cas, je ne l'aurais pas utilisé, même s'il paraissait beau, là. Mais ça fait qu'on part pour ici faire un compost. Hein? On en fait même chacun chez nous assez souvent et de plus en plus. Puis on a des centres maintenant qui sont très importants au Québec qui font du compost, puis on nous les vend en sac. Mais là-bas, c'était vraiment comme si comme si j'étais l'inventeur de l'automobile, là, un petit peu. Alors, j'arrivais avec ça, puis moi, je leur ai proposé qu'il n'y aura pas d'impact dans l'environnement, puis etc., tout le kit, là. Ça s'est bien passé. Moi, j'étais très, très focus, puis en plus, bien, il fallait faire une dalle. Alors, la dalle, on l'a faite en acier et il fallait aller chercher des matériaux à 85 km de là. Et sur place, il a fallu visiter 11 quincailleries pour réunir les matériaux. Alors, c'était quand même quelque chose. Juste aller chercher les matériaux, les vis, les clous, le bois et l'acier, etc., c'était vraiment quelque chose. Donc, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Hein, vous vous imaginez, hein, aller chercher les matériaux aussi loin. Donc, c'est ça. Sur le choc culturel, j'étais tellement affairé dans ma démarche de réaliser tout ça, puis on est dans un délai assez court. Le choc culturel, je le vivais à petite dose. Hein? Alors, j'ai pas trop souffert. Très rapidement, tu te dis, ça fonctionne comme ça ici, puis bon, il faut prendre le temps d'aller là-bas, puis de louer un camion, puis ça prend du temps, puis la sécurité, le camion, il était très vétuste, etc. Donc, c'est tout à fait folklorique là, comme déménagement de matériaux. On est dans la découverte. On doit s'adapter très rapidement à tout ça. Moi, je dirais le choc culturel, je l'ai vécu plus au niveau de l'islam. Hein? Alors, évidemment, on s'approprie qu'est-ce que c'est l'islam, le Coran. Moi, je pose beaucoup de questions. Personnellement, moi, je trouve que c'est une clé en coopération. On pose beaucoup de questions. Fait que, puis je suis très curieux, puis là, je vais voir des gens, puis là, je les connais même pas, puis je vais solliciter des gens très, très rapidement. Fait que, bon, puis je me suis acheté un Coran pour en lire des petits bouts. Puis pour découvrir que tout ce qu'on entend à la télévision présentement, hein, c'est vraiment, ça n'a rien à voir. C'est une religion de paix. Puis au Sénégal, plus de 92% de la population sont d'allégeance islamique. Donc, c'est du sérieux. Ils font vraiment les prières durant la journée, etc. Donc, le choc culturel, moi, je l'ai plus vécu au niveau de la découverte, pas simplement d'un traumatisme, mais plutôt de la découverte de l'islam là-bas. Puis tout en étant emballé par tout ça, puis après ça, le contact avec les gens, c'est vraiment fantastique. Puis les Sénégalais, ils ont vraiment du plaisir à aller rencontrer les étrangers. Pour eux, c'est vraiment quelque chose là, qui est inné chez eux. Puis après, c'est ça. Je ne parlerai pas tout de suite de l'après. On va rester dans le avant et le pendant. Je laisse la parole à mes collègues. Est-ce qu'on fait dans l'ordre ou Allez-y. Bon, OK, on va essayer de se lancer là-dedans. Il a été question de... Mme Gravel a mentionné l'ouverture d'esprit et tout de suite, il m'est venu à la tête le vers dans une chanson d'Ariane Moffat. L'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. Soyez assurés de ça. C'est pas le cas. Et puis, c'est plutôt le contraire qui est dangereux. Alors, si vous mettez les pieds, quand on met les pieds dans un autre pays, il faut vraiment y aller à cœur ouvert, l'esprit ouvert, être réceptif. Ce que j'aurais envie de dire par rapport à enjeu, défi, là, c'est le faire ensemble. Dans le sens que on va là, je vous ai parlé de partenariat tantôt, tout ça, mais quand on arrive, il y en a qui ont parlé qu'on a des mandats, il y a toujours, exemple au Québec, pour que ça soit valable, mais il faut qu'il y ait des résultats concrets rapidement. Donc, c'est comme si ça nous donne du sens, que si on voit quelque chose ou si on agit, si on est dans l'action, on est beaucoup dans l'action. Donc, quand on parle d'être en contexte interculturel, quand tantôt vous parlez du savoir-être, c'est beaucoup plus long. Il
faut se parler, faut se comprendre. Moi, ça m'est arrivé à un moment donné, là, je parlais avec quelqu'un, puis au bout d'une demi-heure, on s'est rendu compte qu'on utilisait le même mot qui n'avait pas la même signification. Donc là, hop, on recommence. Vous voyez, là? Fait que ça, là, bon, là, c'est drôle quand je le dis comme ça, là, mais quand c'est la fin de la journée, tout le monde est fatigué, on veut rentrer, c'est la nuit, c'est plus difficile, là. Ça demande, mais c'est toujours l'idée, là, de faire ensemble. Donc, ça demande plus de temps. Donc, qui dit plus de temps, on n'est pas des pros là-dedans, nous autres. Il faut que ça se fasse vite. Fait que souvent, c'est ça. C'est quand on arrive... Moi, je suis toujours avec 9 stagiaires. Donc, avec les stagiaires, ce sentiment d'urgence-là, « Hey, vite, qu'est-ce qu'on fait, là? On fait-tu des affiches? Ils ont hâte d'être en l'action. C'est comme si ça leur donne du sens d'être là. De parler avec les partenaires, d'aller, on commence, on donne la main, comment ça va ta journée. C'est aussi important que qu'est-ce qu'on va faire tantôt, notre projet. Si on prend une demi-heure à s'informer de l'autre, c'est là qu'on rentre en relation, c'est là dans le savoir-être que je vous parlais. Et là, ça met la table. Ici, c'est pas comme ça. C'est « Salut, bonjour, ça va bien? Hey, on commence-tu notre travail? Là, j'ai une autre réunion là, à 10h30. » C'est comme ça qu'on fonctionne. Là, je ne veux pas vous dire que là-bas, c'est parfait, puis nous autres, on est imparfaits. C'est pas ça que je veux dire. Mais c'est comment on va arriver que moi, les stagiaires, qu'on fasse notre bout de chemin, parce que moi aussi, j'ai des partenaires, et comment eux aussi parce que des fois, on oublie, on pense que c'est juste à nous autres à s'adapter. Les autres aussi ont à s'adapter là, à 9 blancs, à 10 avec moi qui arrivent, là, qui débarquent d'un bureau, là, puis avec nos façons de faire, puis c'est pas toujours évident, là. Fait que l'adaptation, là, c'est un sens, là, c'est à 2 sens. Faut pas l'oublier, faut pas penser que c'est juste nous autres qui s'adaptent. Donc, le faire ensemble, ça demande du temps, mais après, mon doux, c'est merveilleux, là, mais c'est ça, faut se donner du temps. Puis même les bailleurs de fonds ont hâte de voir des résultats pour, on vous a donné de l'argent, là, il faut que ça donne quelque chose. Fait que ça, c'est un défi.